Analyser un système par des méthodes chimiques, partie 1 sur 4. Principe du dosage par titrage. Alors le but, c'est on cherche à déterminer la quantité de matière ou la concentration molaire d'une espèce titrée. Il y a des conditions à avoir. La réaction doit être rapide, unique et totale. C'est une question que vous pouvez avoir en DS ou au bac. Ensuite, la définition de l'équivalence qu'il faut connaître. L'espèce titrée et l'espèce titrante sont introduites en proportion stoichiométrique. On va voir le titrage suivi par pH-métrie. Donc d'abord le montage expérimental à connaître par cœur. Donc j'ai une burette qui contient le réactif titrant, un bécher qui contient le réactif titré, un pH-mètre qui va mesurer le pH, la sonde du pH qui nage bien dans le bécher, un barreau aimanté, un agitateur magnétique. Attention, le barreau aimanté ne doit pas toucher la sonde, bien sûr. Donc il va y avoir différentes possibilités de courbes en pH-métrie. Si vous dosez un acide fort par une base forte, on aura ce style de courbe. Donc on partira sur un pH très faible et ensuite le pH va augmenter puisqu'on rajoute une base. Si on a un acide faible par une base forte, donc le pH sera en dessous de 7 puisqu'on est dans une forme acide. Donc la différence, si on regarde bien la différence pour les reconnaître, c'est que ici il y a une petite courbure alors que là c'est direct. Base forte par un acide fort. Donc là ce coup-ci on est très éloigné de 7. Et on dose par un acide fort, et du coup, le pH final sera très faible. Base faible par un acide fort, donc pareil, je suis au-dessus de 7, puisque je suis en base, et on arrivera en dessous de 7. Donc la différence aussi, là, la petite courbure qui apparaît lorsqu'on est dans du faible. Maintenant, voyons voir l'exploitation de la courbe. Avant équivalence, à connaître. Le réactif titrant est en défaut, car il est consommé tout de suite. Le réactif titrant, c'est le réactif qui se trouve dans la burette graduée. Après équivalence, le réactif titré étant entièrement consommé, il est en défaut. Après équivalence, il n'y a plus de réactif titré dans le bécher. Tout a été consommé. On va chercher l'équivalence. Donc on va faire la méthode des tangentes pour trouver l'équivalence lorsqu'on a une courbe comme ceci. Donc on fait la tangente à un virage, la tangente au deuxième virage, mais il faut qu'on soit parallèle à la première tangente. Ensuite, on va faire la perpendiculaire aux deux tangentes. On va chercher le milieu du segment ici pour tracer la troisième droite qui est parallèle aux deux tangentes. Et ici, on a le point d'intersection et on va trouver le volume équivalent. Si on a la courbe avec la dérivation, là c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin de faire la méthode de tangente. Il suffit de se mettre au sommet de la courbe et on trace une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses et on trouve le volume équivalent. Allez, analyser un système par des méthodes chimiques, partie 2 sur 4. On va faire un exemple d'exercice d'un titrage pH-métrique maintenant. On dose 30 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, H3O+, aqueux plus Cl- aqueux, de concentration inconnue par une solution d'hydroxyde de sodium Na++ HO-. De concentration Cb est égale à 1,1 10 puissance moins 1 mol par litre. Le suivi se fait à l'aide d'un pH-mètre. Première question, écrire la réaction du support du dosage. On essaye de faire la question, je vous donne la réponse. Réponse, donc j'aurai H3O+, plus ou HO-. Ça devient mon acide chlorhydrique H3O+, ici, mon hydroxyde de sodium HO- ici, et du coup je vais avoir 2H2O. Deuxième question, faire le dispositif du montage expérimental. On essaye de le faire. Réponse, on a le schéma ici. Donc, bien sûr, pensez à mettre, lorsque l'on écrit solution titrante, de savoir qui est la solution titrante. Ici, hydroxyde de sodium. La solution titrée, c'est l'acide chlorhydrique. Troisième question, à l'aide de la courbe. Troisième question, à l'aide de la courbe, déterminer le volume équivalent. Ici, on a la courbe. On fait la méthode des tangentes. On a notre volume équivalent. Par lecture graphique, on va trouver du coup 7,5 ml.
Quatrième question, détermine la concentration de la solution titrée. Alors, tout d'abord, on donne la définition de l'équivalence, c'est-à-dire les réactifs titrés et titrants sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Quatrième question, déterminer la concentration de la solution titrée. Alors, tout d'abord, on donne la définition de l'équivalence. Les réactifs titrés et titrants sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ensuite, on donne la relation à l'équivalence en regardant bien les coefficients stoichiométriques. Ici, on a NH3O+ divisé par son coef qui est 1 est égal à N2HO- divisé par son coefficient qui est 1. Donc je vais avoir Ca fois Va égale à Cb fois volume équivalent. Je passe des quantités de matière en concentration fois volume. Je rappelle que N est égal à C fois V. Ensuite, nous on cherche Ca, donc Ca sera égal à Cb fois Vec divisé par Va. On remplace les lettres par les valeurs numériques. Ca est égal à 1,1 10 puissance moins 1 fois 7,5 divisé par 30,0. Ici, j'ai laissé en millilitres car le volume équivalent est en millilitres et le volume Va est en millilitres. Du coup, les simplifications se font. Et on trouve 2,8 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Analyser un système par des méthodes chimiques, partie 3 sur 4. Titrage avec suivi par conductimétrie. Montage expérimental. On a ce schéma-là. Donc, la différence avec un schéma en pH-métrie, c'est ici, on va pas de mettre un pH-mètre, on met un conductimètre. Les courbes de titrage. Alors, exploitation de la courbe, recherche de l'équivalence. Donc, on aura très souvent voilà, deux droites cassées. Donc, pour exploiter cette courbe-là, il va falloir tracer la première droite, tracer la seconde droite, et du coup, pour trouver le volume équivalent, ce sera l'intersection. Et là, on aura le volume équivalent. On va exploiter cette courbe-là. Conseil, faire la liste de tous les ions et savoir où ils se trouvent. C'est-à-dire, avant l'équivalence, la conductivité molaire varie. Il faut bien regarder la conductivité molaire des ions lambda et savoir les ions qui disparaissent et qui s'ajoutent. Sachant que la conductivité molaire ionique du titrant n'apparaît pas. À l'équivalence, les réactifs titrés et titrants sont en proportion stoichiométrique. Et après équivalence, même technique qu'avant équivalence, mais attention, la conductivité molaire du titrant intervient, mais plus celle du titré. On verra ça dans un exercice. Dernière vidéo sur analyser un système par des méthodes chimiques, partie 4 sur 4. Donc là, on va faire l'exercice d'un titrage conductimétrique. Donc on dose par titrage conductimétrique une solution d'hydroxyde de sodium, Na++HO-, par une solution d'acide chlorhydrique, H3++ Cl- de concentration sérique est égale à 2,0 10 puissance moins 1 mol par litre. Pour cela, on prélève un volume VB de 20 ml de la solution à doser et on complète avec un volume suffisamment d'eau distillée. On négligera l'effet de cette dilution. On nous donne les lambdas de chaque ion. Première question, donner l'équation du support du dosage. Donc je vais avoir H3++ HO- qui va me donner 2H2O. Faire un schéma légendier du dispositif expérimental. La réponse. On a le schéma classique de la conductimétrie. La solution titrante qu'il ne faut pas oublier, c'est H3++ Cl-. On connaît la concentration, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et on cherche le volume équivalent. La solution titrée, c'est Na++HO-. Le volume VB est égal à 30 ml et la concentration Cb est inconnue. Le volume équivalent, on le trouvera graphiquement. La concentration B inconnue, on la cherchera, on la trouvera par le calcul. La courbe du titrage. Donc j'ai ici la courbe du titrage et on a repris celle de la vidéo numéro 3 avec le tracé. On a tracé les deux droites, on a trouvé l'intersection pour trouver le volume équivalent. Expliquer pourquoi la courbe est décroissante avant l'équivalence. Alors, se poser la question de qui est réactif, spectateur, produit
Et où se trouve-t-il? Burette graduée, Bécher. Je recommande de faire un tableau récapitulatif. Dans le réactif, j'ai H3O+ et HO-. Dans les produits, j'ai H2O. Dans les spectateurs, je vais avoir Cl- et Na+. Pourquoi je sais qu'ils sont spectateurs? Car ils n'interviennent dans la réaction ni dans la partie réactif, ni dans la partie produit. Et dans le bécher, j'ai HO- et Na+. Dans les burettes graduées, j'ai Cl- et H3O+. Si on fait cette technique-là, on pourra toujours justifier pourquoi la courbe est décroissante avant équivalence, ou même si elle est croissante avant équivalence. Alors, les ions HO- de conductivité molaire ionique importante réagissent avec les ions H3O+ pour former de l'eau. L'eau n'est pas détectée par la sonde, puisque la sonde ne détecte que les ions. Les ions Cl- étant spectateurs, avec une conductivité molaire ionique inférieure à celle de HO-, donc la courbe va décroître. Établir l'expression de la conductivité sigma avant équivalence. Donc la formule de la conductivité, sigma est égal à la somme des ions lambda de l'ion fois la concentration de l'ion. Donc ici, on a tous les ions. Donc on va avoir lambda de HO-. Donc on n'est que dans la partie avant équivalence. Lambda de HO- fois la concentration de HO-, plus lambda de Na+, fois concentration de Na+, plus lambda de Cl- fois concentration de Cl-. Avant équivalence, on n'a pas d'H3O+. Déterminer le volume équivalent et la concentration de la solution titrée. Donc le volume équivalent, on l'avait trouvé graphiquement, c'était un V qui est égal à 13,7 ml. Ensuite, tout d'abord, on donne la définition d'équivalence, toujours donner la définition d'équivalence. Les réactifs titrés et titrants sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Elle est facile à retenir, hein, c'est juste une phrase. Ensuite, on donne la relation à l'équivalence en regardant bien les coefficients stoichiométriques. NH3O+ divisé par 1 est égal à N de HO- divisé par 1. Ca fois V est égal à Cb fois Vb. Donc je passe de quantité molaire en concentration fois volume. Et je trouve Cb qui sera égal à Ca fois V divisé par Vb. On remplace les lettres par les valeurs numériques. Et on va trouver 4,6 10-2 mol par litre. Question 5. Justifier l'évolution de la courbe après équivalence. La réponse, on cède toujours du tableau. Après équivalence, les ions oxonium introduits ne réagissent plus, puisqu'il n'y a plus de HO-. Et en plus, ils ont une forte conductivité molaire ionique, ce qui va entraîner une forte augmentation. Donc la courbe est fortement croissante après équivalence.